Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Click and Coffee. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard Naté, fondateur de Foxin Intelligence. Bonjour Édouard, merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Bonjour Camille. Alors, on vous accueille aujourd'hui pour parler un peu des nouveaux usages de digitaux de consommation et comment s'adaptent les enseignes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement depuis ce second confinement ce que vous remarquez en matière de nouveaux usages sur le commerce digital du côté des consommateurs en premier lieu? Alors, du côté des consommateurs, c'est un confinement qui est assez différent. En fait, c'est un confinement qui est différent parce que le premier confinement a surpris tout le monde et notamment en termes de, comment dire, en termes de choix sur lequel la consommation des budgets allait se faire, on était sur des catégories de quasiment d'urgence pour le télétravail, pour s'occuper, pour occuper les enfants, etc., etc. Et on a vu que sur les différents sujets, que ce soit sur l'alimentaire ou sur le non alimentaire, en fait, il y a eu, pour un certain nombre de générations notamment, une adoption progressive. Sur le second confinement, c'est exactement l'inverse. On n'est pas sur des catégories qui vont être des catégories notamment de télétravail parce qu'on est déjà équipé. Et on verra après sur quelle catégorie on est plutôt. Et la deuxième chose, c'est que on est sur des usages qui ont été beaucoup plus réflexes. Et ça a été sur l'ensemble de la population. Donc on a une sorte de deuxième confinement où les gens sont, en tout cas côté consommateur, beaucoup plus entraînés. Et du côté des enseignes, est-ce qu'il y a eu une adaptation de fait entre le premier et le second? Et est-ce qu'elles étaient beaucoup mieux préparées? Est-ce qu'elles ont mis en place de nouveaux canaux d'achat, par exemple? Voilà, comment ça se matérialise? Alors, les enseignes qui ont vécu un premier confinement, notamment dont le début était difficile, c'était notamment certaines enseignes d'e-commerce alimentaire, donc Drive, livraison à domicile. Et il y a eu un certain nombre il y avait deux types de difficultés. Il y avait des difficultés qui concernaient les approvisionnements, quelles sont les catégories sur lesquelles il faut se stocker. Puis la deuxième difficulté, c'était comment est-ce qu'on gère l'afflux de personnes dans les drives, comment est-ce qu'on gère la prise de rendez-vous, etc. Ça a été très difficile, même pour certaines enseignes pendant les 2 premières semaines du confinement, et ça a eu un impact assez fort sur leur part de marché. Ce qu'on a vu sur la deuxième partie de ce premier confinement, c'était justement tout le monde apprend à gérer la situation. Dans ce deuxième confinement, on a vu une augmentation de 40% du non alimentaire enfin de l'alimentaire pardon directement après l'annonce du gouvernement. Pour autant, on n'a pas vu de dysfonctionnement opérationnel. D'accord. Et sur quelle catégorie de produits particuliers vous disiez tout à l'heure que c'est pas les mêmes réflexes d'achat entre le premier et le second confinement. Qu'est-ce qui change concrètement et sur quelle catégorie ça se porte plus particulièrement? Alors, ce qui change, c'est qu'il y a, il y a deux effets conjugués. Le premier, c'est qu'il y avait des achats d'équipements qui sont plus nécessaires parce que les gens sont équipés. Ça, on a vu ça dans le premier confinement. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a une saisonnalité qui est différente. Et donc le deuxième confinement, là où il est en fait assez différent du premier, c'est qu'en fait on est sur une sorte de saisonnalité prématurée. Les jeux et jouets, les livres, les jeux vidéo, en fait quand on regarde la courbe, quand on les trace année par année, 2017, 2018, 2019, en fait on a des profils qui sont relativement similaires. Ça commence avec le Black Friday, puis ça pique vers à peu près fin novembre. Et ça s'arrête aux alentours du 20 décembre quand on peut plus livrer correctement avant Noël. Là, c'est très différent. On a commencé à peu près avec 4 semaines et demie d'avance sur les catégories qui d'habitude fonctionnent bien à Noël. Il y a des études récentes qui montrent que 60% des retailers, plus de 60% des retailers estiment que la tendance du click and collect sera pérenne une fois la crise sanitaire derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces nouveaux usages vont perdurer ou il y en a certains qui vont disparaître au fil du temps? Bah, le click and collect, ça fait partie au fond des usages pardon, qui trahissent la digitalisation et l'omnicanalité du retail. Et il y a enfin, historiquement, il n'y a aucun moment où soit la digitalisation comment dire, diminue, soit elle, comment dire, enfin, pour dire autrement, je pense que il n'y a jamais eu dans l'histoire du retail d'effets de digitalisation qui vont dans le sens inverse. Donc, si ça s'est installé, si ça plaît aux clients, si ça permet de pouvoir avoir une expérience en magasin qui est plus rapide et plus pratique, à ce moment-là, ça va se maintenir.
c'est le président de Microsoft qui a dit en fait le Covid, ça va nous faire gagner 2 ans de digitalisation. Et a priori, il y a de fortes chances que ça se réalise. Est-ce que selon vous, après cette crise, il y aura des acteurs qui vont en sortir gagnants, que ce soit sur le e-commerce ou sur du commerce physique? Bah, même si c'est très difficile, j'imagine, à vivre en ce moment, pour, euh, pour pas mal d'acteurs, en fait, et surtout pour pas mal de nos clients avec lesquels on parle assez régulièrement, en fait, on se rend compte qu'il y a une partie dans la morosité globale, une partie de satisfaction qui est que on a pu faire avancer des sujets, notamment de omnicanalité, beaucoup plus vite dans cette période parce on était poussé par le désespoir presque. Et ça, pour beaucoup d'enseignes, ça a été, ce sera quelque chose probablement de bien. Le deuxième point, c'est, on a vu dans les modes d'approvisionnement, il y avait des projets de marketplace qui étaient partout. Maison du Monde, Leroy Merlin, Castorama, etc. Des projets de marketplace qui étaient annoncés avec des ambitions euh, qui étaient peut-être mesurées au départ. En fait, on se rend compte que c'est ce qu'on nous on a observé pendant le confinement, la marketplace est le modèle qui est le plus résilient et qui fonctionne le mieux. Ben, typiquement, le deuxième grand gagnant probablement de ce confinement, ça va être les modèles en marketplace et ceux qui ont réussi à rendre leur modèle plus hybride entre du retail et de la marketplace. Enfin, le dernier point sur la question est de se dire est-ce que le grand gagnant dans ce genre de situation c'est Amazon? La réponse en France elle est beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut voir dans d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne. En fait, en France, on a un écosystème, enfin, on a une distribution online qui est beaucoup plus mesurée que dans d'autres, enfin, beaucoup plus équilibrée que dans d'autres pays. Et on voit qu'il y a pas mal d'enseignes, notamment des Mano Mano, des Back Market, des Cdiscount, des Rakuten et autres, qui s'en sortent plutôt pas mal. Je vous remercie beaucoup pour votre analyse est très instructive. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Click and Coffee. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.